Ce soir, Eric Maurice à ma droite, le rédacteur en chef du site internet multilangue sur l'actualité européenne Presse Europe, et Jean-Christophe Boulanger, l'ancien directeur de Euroactif, également site multilangue sur l'actualité européenne, qui devient aujourd'hui, qui est devenu le cofondateur de la nouveau site en fait en ligne, un site consacré aux actualités politiques français, n'est-ce pas, et européennes également. Alors, je vais être là en fait à modérer le débat. Ma première question concernera en fait la crise de la presse, le fait qu'on constate la baisse de la vente de la presse traditionnelle, la disparition des titres de qualité, des plans sociaux dans les rédactions des quotidiens, des magazines français et européens. Alors, ma première question c'est: est-ce la fin de bon vieux journal papier entre les mains? Une question très générale, on va commencer par quelque chose de très général. Qui veut répondre? Alors d'abord le journaliste qui est chargé d'écrire, donc on passera au patron. Le bon vieux journal papier, hein, c'est ça la question. Alors, moi j'ai tendance à dire qu'il faut distinguer la presse papier et la presse écrite. Parce que la presse papier, c'est principalement les quotidiens. Effectivement, aujourd'hui, les quotidiens sont en chute libre. Je crois que les quotidiens français sont à quasiment 10 voire 20% pour certains de baisse sur le premier semestre de cette année. Donc c'est très très inquiétant. C'est le même phénomène se reproduit dans quasiment tous les pays, disons occidentaux, c'est-à-dire les pays avec lesquels on peut comparer à la fois l'offre éditoriale et le marché de lecteurs. Mais la plupart de ces journaux de papier aujourd'hui ont une offre internet, ou en tout cas multimédia, puisqu'il ne faut pas oublier à la fois les sites internet, mais aussi les mobiles et les tablettes. Donc c'est pour ça que la distinction presse papier et presse écrite est importante, parce que la presse papier est en crise dans le sens où les journaux, l'objet se vendent moins, mais que les titres traditionnels de la presse écrite font des développements. Alors se développe, c'est pas forcément d'un point de vue économique, parce que c'est un modèle encore à trouver, mais ça va être l'objet du débat, mais se développe en termes d'audience et en termes d'offres éditoriales sur le web et sur les différents supports. Donc l'objet papier quotidien est en danger, l'objet titre quotidien sur les différents supports et un avenir devant lui. Après, la presse papier, c'est aussi les hebdomadaires, les mensuels, et là, ça dépend beaucoup des pays. La France est un pays de magazines, beaucoup plus que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, par exemple. Il y a toujours une offre de niche, donc là, pas forcément de presse généraliste, mais de presse spécialisée, que ce soit la presse féminine, la presse télé, la presse de sport, la presse de vie pratique, de vie personnelle. Cette presse-là, même si elle est aussi en crise, il y a 2 semaines, je crois, le groupe Lagardère, donc, à qui appartient notamment Paris Match, Elle et Europe 1, a annoncé la suppression ou la revente de 10 titres de ce groupe-là, notamment Psychologie Magazine, qui pourtant est un titre qui marche bien, qui est une déclinaison peut-être d'ailleurs, je crois. Donc, attendons de voir si ces journaux, si ces titres trouvent des repreneurs, mais ce sont des titres qui marchent bien encore, même si, et c'est encore la question qu'on va aborder, le modèle économique derrière est difficile à trouver par la progression des coûts de production, que ce soit le papier, l'imprimerie, la distribution, et un lectorat qui reste toujours fragile et qu'il faut aller chercher sur chaque numéro. Donc voilà, je dirais pour résumer, le quotidien papier pourrait disparaître dans les années qui viennent, ça c'est une vraie possibilité, ça ne veut pas dire que ça va se réaliser, mais c'est quelque chose qui inquiète vraiment les gens qui les font, mais ces journaux-là continueront à vivre par d'autres moyens avec une offre adaptée au niveau Notre autre question, c'est que
je suis allée sur les sites des quotidiens français tels que Le Monde, Le Figaro, Libération, et on se rend compte qu'on trouve pratiquement toutes les informations, les analyses, les commentaires. Pourquoi le lecteur devrait payer pour la même information qu'il trouve gratuitement sur le site? Non, c'est pas gratuit. Si, beaucoup de sites des quotidiens, enfin il y a l'information qui est gratuite, vous pouvez aller sur Le Monde. Effectivement, il y a une partie qui est payante, mais vous pouvez vous renseigner sans payer. C'est en tout cas plus facile de lire un article gratuitement sur le site du Monde que d'aller au kiosque et de prendre le journal gratuitement. C'est un peu ça le... Oui, mais c'est toujours freemium, mais parfois c'est même très cher. Libération est très cher. Parce que je me suis fait alpaguer sur le trottoir. Ils proposent des abonnements sur Internet. Pardon, excusez-moi, après il y aura le débat, et comme ça, laissons, après vous aurez la parole, excusez-moi d'intervenir, d'accord? Alors, voilà, quel est en fait l'intérêt d'aller dans une boulangerie où on paye le pain au lieu, à la place d'aller dans une boulangerie où on le donne gratuitement? Je pense que le parallèle avec la boulangerie est pas évident. D'abord, bonsoir et très content d'être ici. Je voudrais juste revenir sur la première question qui est très bonne parce qu'il y a une confusion en général entre la presse et l'information. Oui, la presse va mal, mais la presse, comme son nom l'indique, c'est une industrie de presse, d'imprimerie, de papier. Et les évolutions technologiques font que ce support-là est en train de mourir, ou en tout cas d'être marginalisé. Le papier ne va jamais mourir, mais restera à se marginaliser. C'était le diagnostic de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui a racheté le Washington Post récemment, a expliqué que d'après lui, le papier allait rester, mais allait rester sur des niches très qualitatives et allait mourir comme média de masse. Donc, oui, le papier va être marginalisé, mais non, c'est certainement pas la mort de l'information ni du journalisme. Dans newspaper, il y a news et paper. Le paper est en train de mourir, certainement pas la news. Et on voit que les gens consomment de plus en plus d'informations. On vit un moment fascinant de révolution, où la demande d'information explose, la consommation d'informations par le public n'a jamais été aussi forte, y compris d'informations venant de journalistes professionnels. Le temps de consommation moyen de médias par la population partout dans le monde est en train d'augmenter. Et pourtant, la forme traditionnelle papier est en train de mourir. Les gens consomment de l'information différemment sur d'autres supports. Et il ne faut pas confondre la mort d'un certain type historique d'information qui passait par le papier avec la mort du journalisme ou de l'information. Alors après, sur le gratuit, oui, il y a eu une confusion dans les esprits entre Internet égale gratuit, qui a été une erreur stratégique massive et assez grave, je pense, des groupes de presse à la fin des années 90, qui se sont dit, alors qu'ils vivaient bien à l'époque, ils avaient des marges confortables avec le papier. Il y avait ce truc qui arrivait, Internet, qui de toute façon ne concernait pas grand monde. On va voir ce qu'on va faire, on va mettre 2-3 gars qui bricolent dans leur coin, on va le mettre gratuit parce que ça nous coûterait trop cher de le faire payant pour investir dans des offres d'abonnement, etc. Donc il n'y a pas eu de vision stratégique du potentiel et du développement de ce support-là. Et il y avait aussi une culture gratuit sur le web dans d'autres secteurs d'activité. Et du coup, dans l'esprit des gens, à cause de cette stratégie initiale des groupes de presse en France, mais partout dans le monde, Internet égale gratuit. En fait, il n'y a absolument aucune automaticité et logique dans cette équation. Et depuis 2-3 ans, progressivement, grâce aux initiatives de plusieurs groupes de presse anglo-saxons, la plus marquante a été la décision du New York Times de basculer en metteur paywall il y a 2 ans, qui a fait changer la culture de
beaucoup de groupes de presse en disant si le New York Times te fait... Le Major Paywall, c'est... Oui, pardon, le Major Paywall, c'est en fait le gros problème pour les patrons de presse dans la question est-ce que je suis gratuit ou est-ce que je suis payant, c'est qu'ils avaient, les seuls revenus qu'ils avaient venant d'Internet, c'était la publicité. Et si passaient en payant, ils perdaient les seuls revenus qu'ils avaient qui étaient la publicité. Et donc, c'était une équation impossible. Ils ne savaient pas ce qu'ils allaient gagner en passant en payant, parce qu'on disait en ligne, les gens de toute façon ne paieront pas, mais ils savaient ce qu'ils allaient perdre, même si ce n'était pas grand-chose, c'était la publicité en ligne. Et une innovation marketing majeure a répondu à cette question. C'est ce qu'on appelle en anglais le metered paywall, ou en traduction française le paiement au compteur. Le mur du payant au compteur, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'articles qui sont gratuits, ça peut être 10, 15, 20, et au bout de ces articles qui sont consultés gratuitement, sur une période de temps, ça peut être tous les jours, tous les mois, donc au bout de 15 articles gratuits par mois, par exemple, on doit payer pour aller au 16e et au-delà de ça. Et ça a permis de conserver une masse de gens qui allaient sur le site gratuitement. Est-ce que les gens sont prêts à payer en fait pour l'information? Parce qu'on est dans une logique de gratuit. En ce moment, on va sur Internet, on trouve l'information, elle est gratuite. Il y a des commentaires, des reportages, des interviews. On trouve des contenus gratuits. Est-ce qu'on peut sortir de cette logique des gratuits? Est-ce que c'est vraiment le nécessaire en fait, qu'on doit faire pour sauver la valeur du journaliste? Je pense qu'il y aura toujours du gratuit. On ne va pas enlever le gratuit. Mais est-ce que le gratuit, du coup, n'égale pas le masse? Ça veut dire juste des simples informations issues de AFP ou en fait seulement justement l'info pure. Justement, je dirais que c'est une question d'offre et de demande classique, puisque pour l'instant, avec la logique du gratuit qu'expliquait Jean-Christophe, on était gratuit parce qu'on espérait avoir principalement de la publicité pour financer cette information donnée gratuitement. Et pour avoir de la publicité, il faut avoir de l'audience. Pour avoir de l'audience, il faut faire du clic, comme on dit vulgairement. Et pour faire du clic, il faut avoir des sujets qui intéressent mais qui font le buzz. C'est la grande expression. Ça, c'est plutôt une logique de demande, je dirais. C'est-à-dire, on se dit, le lectorat a envie d'infos légères qui pourra partager sur Facebook ou qui va l'amuser 30 secondes dans sa pause au travail ou le soir chez lui. La logique du payant et aussi d'une certaine survie des médias traditionnels ou même des nouveaux médias mais de qualité, c'est justement de produire un contenu de qualité avec une plus-value et une originalité. Et donc là, c'est une politique de l'offre où, si on dit au lecteur, voilà, toi lecteur, tu auras autre chose que la énième dépêche de l'AFP ou le énième sujet People, toi tu as envie vraiment de comprendre ce qui se passe au Mali, on l'a vu la semaine dernière, d'ailleurs c'est une question intéressante sur le rôle du journalisme aussi. La libération des otages français au Mali, 2 jours après l'enlèvement et l'assassinat de 2 journalistes, donc ça pose la question à la fois de la compréhension d'une situation donnée dans laquelle la France est impliquée, et la question de comment fait-on l'information et à quel prix. Et là, ça a été le prix le plus fort qui a été payé. Mais en même temps, pour avoir des gens au Mali, pour comprendre ce qui se passe avec des implications jusque dans notre pays, il faut que ça soit financé, donc que cette information soit payée et que cette information soit de qualité. Donc je pense que cette logique du clic a ses limites. À partir du moment où on veut défendre ce qu'est un journal, un grand titre, alors on peut penser au Monde, au Guardian, au New York Times, si on veut défendre la tradition éditoriale de ces grands titres simplement papier, aujourd'hui papier et multi-support, il faut que l'offre suive avec une vraie qualité, et c'est aussi une question, je dirais, de respect du lecteur, de lui dire, voilà, on fait une information de qualité, on te propose un prix qui est abordable, mais qui permet de financer et qui te respecte. On te fait payer un petit peu, mais en échange, tu as une information de qualité présentée de manière intelligente. Le problème, c'est pas qu'il y ait du gratuit, c'est même très bien. Moi, je voyais la semaine dernière un SDF lire 20 minutes
c'est très bien. Enfin, le gratuit, ça permet aux gens qui n'ont pas d'argent de lire de l'info. Démocratiquement, on ne peut pas être contre. Le problème, c'est pas qu'il y ait du gratuit, le problème, c'est que le payant n'était pas assez bon, assez sexy, assez intéressant pour être acheté. Donc, il faut plutôt travailler pour faire des offres payantes qui intéressent les gens, c'est tout. Il ne faut pas taper sur les autres qui font du gratuit, il faut soi-même, quand on fait du payant, travailler pour avoir une offre intéressante. On a l'impression que vous faites la distinction entre l'information de qualité qui est payante et l'information de mass média qui est en fait qui est une sorte de divertissement pour, je sais pas, pour juste donner l'information pure et sans plus. La distinction est précise. Est-ce que par rapport à ma question, est-ce que la logique est gratuite, est-ce qu'on est en fait, est-ce que ça nous mène vers la culture de divertissement? Parce que forcément, en fait, le fait que l'info est gratuite, on se dirige vers l'exemple des chaînes télévisées privées, en fait, une espèce d'information qui n'est pas très importante, mais qui nous amuse, qui nous divertit. On ne peut pas faire complètement la distinction, puisque justement, c'est un des problèmes, je crois, c'est que les grands médias font le mélange entre ces différentes informations, plus ou moins légères, parce que ça fait du contenu en plus et donc du clic en plus. Je pense que la question, c'est pas information sérieuse, payante, information divertissante, gratuite, c'est quel équilibre on trouve en termes éditoriaux entre ce qui est, parce qu'on a tous besoin aussi d'avoir des informations un peu légères qui... L'information, c'est ça, ça a toujours été ce dont on va parler avec son voisin, son collègue, dans le métro, au café. Donc ça suppose toujours une certaine partie de légèreté dans l'information. Donc on ne peut pas distinguer d'un côté l'information sérieuse, l'information gratuite, divertissante, et de l'autre côté l'information payante, l'information gratuite. Tout est question d'équilibre dans ces différents niveaux d'information et d'équilibre, et c'était la question du compteur qu'évoquait Jean-Christophe, entre à quel moment, où est-ce qu'on met ce fameux paywall, donc le mur payant, et à quel prix on le propose. Enfin, en tant que simplement responsable éditorial, moi je vois de cette manière-là. Après, en question de rentabilité ou de modèle économique, peut-être un autre raisonnement. On peut faire de la qualité en gratuit. Ça existe. Et comment en fait faire le gratuit en assurant la valeur journalistique en fait? Je sais pas, un journal comme 20 minutes, c'est plutôt pas mal, quoi. Ça se discute, mais c'est pas pire que beaucoup de titres de presse quotidienne régionale qui sont payants. C'est même plutôt mieux à pas mal d'égards. Moi, pendant 5 ans, je gérais Euractiv.fr, qui était gratuit, et je pense que c'était de la qualité. Mais c'est financé par les... C'est financé par la publicité. Mais c'était une publicité très qualitative. C'était une audience très faible, mais de décideurs. Et donc du coup, les annonceurs payaient très cher pour être visibles auprès de ces décideurs-là. C'est pas un modèle de publicité grand public, mais il y a aussi des niches gratuites, qualitatives, de qualité. Donc c'est compliqué en fait. Le gratuit est une forme possible de monétisation, excusez-moi, là je parle en jargon d'entrepreneur, de chef d'entreprise, mais c'est une forme de monétisation qui n'est pas simplement pour le contenu non qualitatif. Ça dépend des cibles, ça dépend des modèles, et le tout c'est conjugué intelligemment, comme le disait Eric, gratuit et payant. Les deux sont complémentaires. C'est juste, on a l'impression qu'on se retrouve dans les gratuits avec l'information abrutissante. De l'autre côté, c'est payant, de bonne qualité, mais vous dites que, vous expliquez bien que c'est pas du tout le cas. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des modèles économiques qui fonctionnent en fait justement avec des paywalls, des articles qui sont gratuits d'une partie et puis dans l'autre? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis en fait, des journaux qui fonctionnent, qui arrivent à trouver en fait une solution économique qui marche bien, qui est appropriée en fait à cette
révolution technologique. J'en ai deux en tête là qui marchent bien parce que c'est des exemples récents. Le Financial Times, la semaine dernière, a annoncé qu'il avait battu son record d'audience. Et c'est lui, il est en compteur, je crois que c'est 10, ça. 10 ou 20, je ne sais plus, article. Depuis longtemps. Voilà, depuis longtemps. Et le directeur de la rédaction a publié une lettre à sa rédaction l'autre jour, qui était sur le site, où il expliquait clairement, en un texte assez court, mais très très dense, à quel point c'est le web first, c'est-à-dire le Internet en premier, et que toute l'organisation de l'information, du travail des journalistes et du choix des articles qui seront dans la version papier, tout cela sera défini en fonction de la temporalité Internet. Et ce qui est intéressant aussi dans cette réflexion, c'est que la temporalité Internet, c'est à échelle mondiale. C'est-à-dire, on réfléchit en temps de publication en Europe, aux États-Unis, enfin dans les Amériques et en Asie. Un autre journal aussi qui marche bien, c'est l'Economist, qui à part la tablette, par le mobile, arrive, et c'est pas au détriment du papier, c'est-à-dire le papier continue d'augmenter, je crois, en termes de diffusion sur l'Economist. Et le New York Times aussi, qui je crois maintenant est plus de lecteurs, plus de chiffre d'affaires même numérique. Voilà, numérique, je crois que c'est lecteur à chiffre d'affaires numérique qu'en papier, et qui arrive à, même s'il a une période difficile, arrive à s'en sortir à peu près. La seule, le point commun entre ces trois médias, c'est qu'ils sont en anglais. Et moi, j'ai quand même cette impression que pour s'en sortir aujourd'hui, l'anglais, qui est la langue mondiale, permet d'avoir une stratégie mondiale, alors qu'un journal comme Le Monde, un quotidien tchèque ou un quotidien allemand, leur champ d'action et leur champ de développement sera un peu plus réduit par la force des choses, et qu'on arrive peut-être quand même à cette question de la langue, au-delà du simple modèle économique et de l'offre éditoriale. Voilà, c'est un peu ce dont j'ai l'impression quand je vois ce journal. On peut imaginer qu'il y a des lecteurs de Financial Times ou des économistes qui sont prêts à payer sur paywalls. Est-ce que les autres titres, les autres fournisseurs de l'information sont aussi confiants de demander de l'argent de leurs lecteurs? Oui, moi je suis vice-président du syndicat de la presse en ligne. On a 80 membres, c'est un syndicat français, 80 entreprises de presse que numérique, des pure players, comme on dit. Et dans ces 80, il y en a une énorme majorité qui est déjà rentable, qui marche bien. Alors il y en a qui sont connus, comme Mediapart, par exemple, qui va faire plus d'1 million d'euros de résultats nets positifs cette année, qui a dépassé les 80 000 abonnés. Mais il y a aussi des exemples moins connus, comme Arrêt sur Image, par exemple, qui est un site plutôt web TV sur le monde des médias, qui décrypte, qui critique les médias avec des abonnements à 4 € par mois, un prix très raisonnable, mais ils arrivent à financer une équipe de 10 personnes avec ces abonnements. Il y a des sites aussi spécialisés, un site par exemple qui s'appelle Hospimedia, sur l'univers hospitalier, qui est extrêmement rentable, qui a dépassé les 20 personnes. Il y a une multitude d'exemples d'entreprises de presse en ligne qui fonctionnent sur le payant, aussi sur le gratuit. Mais on vit un secteur où il y a de l'entrepreneuriat, on parle de la crise, parce que c'est les acteurs les plus visibles qui disent qu'ils vont mal, c'est ceux qu'on connaît, c'est le monde du papier. Mais en même temps, il y a beaucoup de start-up, de jeunes entreprises qui se lancent et qui y arrivent dans le monde de l'information en ligne. Merci. Je vous invite à venir là-dessus le 15 novembre. Le syndicat de la presse en ligne fait sa journée annuelle. On attend 300 personnes. Il y aura beaucoup d'exemples justement d'entreprises de presse en ligne qui y arrivent, qui fonctionnent. Vous pouvez aller voir sur le site spin.org, spin.org. C'est encourageant, n'est-ce pas? Ma question, est-ce que si on a trouvé le modèle économique qui marche, est-ce qu'il faut changer aussi le modèle éditorial qui est approprié en fait à cette révolution? Alors, il n'y a pas de différence entre un modèle économique et un modèle éditorial. Le succès d'une entreprise de presse, c'est l'adéquation
entre une ligne éditoriale et un modèle économique. Il ne faut pas penser l'un puis l'autre différemment. Il faut être cohérent. On peut réussir en étant gratuit parce que justement le contenu est cohérent avec ce modèle-là. On peut réussir en étant payant. Il n'y a pas un modèle économique, il y en a des centaines. Enfin, c'est un nombre infini selon des cibles et des lignes éditoriales différentes. Donc il faut construire ensemble. Je ne sais plus quelle était la question. Qu'est-ce qu'on doit faire pour justement changer la ligne éditoriale, qu'elle séduit en fait le lecteur, quels sont les modèles éditoriaux qui doivent s'approprier en fait à ce nouveau modèle économique? Il y en a pas un, je pense qu'il y a là aussi des multitudes de modèles éditoriaux selon les modèles économiques. Et je le vois dans les 80 membres du syndicat. Concrètement, si on peut parler concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire pour séduire, pour avoir le lectorat, pour faire venir le lectorat de manière quotidienne, ou de manière régulière? Est-ce qu'il y a quelque chose de concret, des stratégies déjà développées? Je pense qu'il n'y a pas de secret. Ce qui plaît pour le lecteur, c'est l'info, souvent. C'est-à-dire que l'info, il y a beaucoup de dimensions. C'est soit le fait lui-même, qu'il apprend, c'est soit la façon de traiter ce fait-là, qui correspond à sa vision du monde, c'est soit la sélection de cette info parmi une foultitude d'informations possibles, soit encore le contexte donné à cette info, la contextualisation. Mais donc il y a différentes dimensions là-dedans. Mais au fond, ce que recherchent les gens, et s'ils s'abonnent, s'ils payent, s'ils viennent, et du coup on peut dire avec les annonceurs, c'est parce qu'il y a de l'info. Et c'est ce qui est assez encourageant, je trouve, aujourd'hui, c'est que moi je le vois dans les entreprises de presse en discret, c'est qu'il y a un retour back to basics. Ce qui marche, c'est l'info. C'est ça, quoi. L'info de qualité. Alors après, il y a différents modèles économiques. Il y a des entreprises de presse qui marchent très bien sur l'info qu'on peut juger de non-qualité. Est-ce que ça marche les vidéos virales, en fait? Mais il n'y a pas de truc qui marche en fait. Il n'y a pas de truc, il faut arrêter. Ce qui compte, c'est d'avoir un modèle en fait. Il ne faut pas espérer être sauvé par Twitter, Facebook ou les vidéos virales. Ça dépend de sa cible, ça dépend de... Il n'y a pas de trucs qui vont sauver les gens, quoi. Justement, on a abordé la question de Twitter, Facebook. Moi, je voudrais savoir comment, en fait, notre façon de consommation a changé avec l'utilisation de Twitter et Facebook. Alors, pour reprendre la question des vidéos virales et des trucs qui marchent, heureusement qu'il n'y a pas de trucs, sinon ça voudrait dire que tout le monde fait la même chose, il y aura une recette, et justement, c'est le grand risque. Après, c'est vrai que cette question de Facebook et Twitter, aujourd'hui, quasiment, alors là on parle que de web, on ne parle pas de papier, quasiment tous les sites internet ont cette petite colonne, cette petite rubrique, les plus lus, les plus partagés, et souvent on voit que c'est effectivement pas l'info la plus lourde, et donc ça fait partie de cette stratégie du clic. Facebook aujourd'hui est un vecteur très important d'audience. Si on prend le cas de Presse Europe, donc qui est un média, pour reprendre ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure, qui est un média aussi gratuit et a priori de qualité, mais qui a un financement public. Donc là, on est encore dans un autre modèle. C'est vrai que notre première source l'audience est divisée en deux entre les personnes qui viennent directement sur le site, donc c'est un lectorat a priori fidèle qui nous connaît, et à peu près à moitié sur les sources externes, principalement les moteurs de recherche. Et après les moteurs de recherche comme Google, la deuxième source d'audience, c'est effectivement Facebook. Parce que ça permet d'entrer dans un mode de consommation un peu plus spontané que de venir directement soit sur le site ou alors de taper un mot-clé sur un moteur de recherche. Facebook, je crois que les gens passent 2 ou 3 heures, pas forcément dessus, mais avec cette page ouverte sur leur ordinateur tous les jours, ou sur leur portable. Et Twitter
je lisais, c'était le Guardian à propos des révélations sur Prism cet été. Un responsable du Guardian expliquait que leurs révélations arrivaient souvent le vendredi soir, parce que c'est le moment où les gens, comme ce soir ou après le débat, sont au café, au restaurant, entre amis, c'est le début du week-end, ils sont avec leur portable, ils voient l'info, ils en parlent autour d'eux parce qu'il y a du monde autour d'eux et ça devient viral comme ça. Donc il y a effectivement des stratégies conscientes sur certains sujets, et là on est dans du sujet sérieux, puisque donc là on voit que cette viralité, c'est les concerne justement les vidéos, le buzz. La viralité peut être aussi utilisée sur des sujets un peu lourds, mais ça suppose une étude quasi en temps réel, et elle existe sur les grands médias comme l'Express ou le Nouvel Observateur ou le Figaro. Ils ont une veille en quasi temps réel des mots-clés, quels sont les mots-clés recherchés, quels sont les articles et les sujets qui remontent sur Google News, et ils essaient de s'adapter en fonction de ça. Pour revenir un petit peu sur la formule, je citerai un exemple parce que l'adéquation entre ligne éditoriale et business model, il y a aussi le lecteur qui entre en compte, et tu l'as bien dit. Il y a un exemple récent de création de médias en France qui est la revue dessinée, qui est tous les 2 mois, tous les 3 mois, voilà, ils vont sortir je sais qu'ils viennent de boucler le 2e numéro qui sera bientôt en kiosque. Comme son nom l'indique, c'est un magazine qui n'est fait que de bandes dessinées, mais de bandes dessinées sur des sujets. Alors, dans le premier numéro, il y avait les gaz de schiste, et encore dans le 2e numéro. Dans le premier numéro, il y avait la chute de Salvador Allende au Chili. Dans le numéro qui vient, dans une enquête à Fukushima, tout ça sous forme de bande dessinée. Et tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les modes de narration de l'information doivent évoluer aussi, et pas forcément au détriment de la qualité. Ça peut être la bande dessinée sérieuse sur ce genre de magazine, ça peut être les vidéos ou les infographies ou aussi des images animées sur des sites internet de quotidien. Je crois que le New York Times a fait un peu le buzz encore entre guillemets ces derniers temps sur une sorte de web documentaire de vidéos animées sur une histoire en Thaïlande et un bateau en Thaïlande. Je ne l'ai pas regardé, mais apparemment c'était techniquement très très fort et en termes d'information aussi. Et voilà comment sur une enquête sérieuse, une histoire de naufrage ou de pollution, je ne sais plus, en Thaïlande, peut devenir un sujet viral. Et là on est dans le cœur du problème, qui est de faire une information de qualité sous une forme attractive, tu parlais de sexy tout à l'heure, sous une forme attractive et qui va être partagée, moi je l'ai vu sur Facebook, qui va être partagée sur Facebook par les gens qui vont dans ce mode de consommation très convivial, ce mode de socialisation très convivial, vont partager une information sérieuse. Et c'est cette équation qui est très difficile à trouver, mais qui est vraiment le cœur de ce nouveau modèle qui a trouvé aujourd'hui. On parle du coup de lecteur qui devient acteur de l'information. C'est-à-dire il partage l'information et il peut commenter. Enfin, est-ce que ma question c'est sur la participation de lecteur. Comment le comportement de lecteur a changé avec l'arrivée des médias sociaux? Je pense que surtout ce qui a changé, c'est le comportement du journaliste. Ça, c'est un changement fondamental qu'a fait le numérique, qui a été que le lecteur devient presque au même niveau que le journaliste. Il rentre en concurrence avec lui sur beaucoup de ses fonctions. Il peut lui-même directement diffuser l'information avec un blog, n'importe quel site, ou même Facebook, Twitter, alors qu'auparavant il n'était pas en capacité de diffuser l'information directement. Il peut directement aller à des milliers de sources, alors qu'avant c'était simplement les journalistes qui avaient accès à des agences de presse et à toutes ces sources. Aujourd'hui, Twitter est une agence de presse, la meilleure agence de presse du monde, gratuite et accessible à tout le monde. Donc il y a eu une concurrence frontale entre le lecteur et le journaliste qui s'est installée avec le numérique. Et du coup, le journaliste est ébranlé, souffre, est remis en question. Il y a une remise en question profonde du métier de journaliste. Donc ce qui change, c'est pas tellement le lecteur. Je pense que le lecteur il a toujours eu envie de discuter l'information, il l'a toujours fait au café du commerce, comme tu disais, le vendredi après-midi. Là simplement, c'est juste qu'il peut le faire maintenant directement et ça se voit plus et il peut critiquer plus directement l'auteur de l'information. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est
comment le journalisme change par cette interaction. Et ma conviction profonde, c'est que ce qui change, c'est pour une meilleure qualité. Même si ça crée une remise en question parfois douloureuse chez les journalistes eux-mêmes, parce qu'ils sont confrontés à un retour, finalement ça crée une information de meilleure qualité. Parce qu'elle est critiquée, parce qu'elle est critiquée dans les faits, mais elle peut aussi être critiquée dans son traitement, c'est-à-dire que forcément du coup le journaliste doit... je discutais mardi avec le médiateur de France 2. À France 2, ils reçoivent 25 000 courriers ou emails des téléspectateurs chaque année. Et ce nombre est plutôt en augmentant au fur et à mesure des années. Et donc les téléspectateurs continuent à interréagir et sont très preneurs de ça. Et donc ça améliore, voilà, mon seul point, c'est que c'est parfois douloureux, mais c'est pour le bénéfice de la qualité de l'information, in fine. Oui, on parle de meilleure qualité de l'information, mais pourtant il y a beaucoup de journalistes qui se retrouvent à la rue, et beaucoup de journalistes qui se retrouvent sans travail. Est-ce que le métier de journaliste est... Selon vous, remis en question, est-ce qu'on risque, y a-t-il un risque que le métier de journaliste va disparaître ou se transformer en quelque chose autre et en quoi? Je prends un exemple tout simple. Quand j'ai fait mes premiers stages de journaliste, stage de première expérience, on avait les petits Macintosh là, comme ça, beige avec le clavier en noir et blanc, enfin qui était comme ça. Et quand j'avais fait un stage en radio, on coupait encore un banc, on avait une Agra qui pesait 10 kg, et donc l'enregistreur. Et on coupait aujourd'hui, les stagiaires qu'on voit arriver, ils sont connectés en permanence sur leur portable, ils balancent sur Twitter, sur Facebook, ils ont des contacts partout, ils ont pratiquement un réseau plus important en étant encore étudiant que moi au bout de 5 ou 6 ans de journalisme quand j'ai commencé. Donc forcément, le métier a changé. Ça, c'est l'aspect positif, je dirais. L'aspect négatif, c'est que ces jeunes stagiaires hyper connectés, hyper réactifs, voilà, dans la recherche d'informations et tout ça, on n'est pas sûr qu'ils vont trouver du travail en sortant de l'école, ou alors ils vont trouver un travail qui sera de gérer les flux d'agences pour un site qui est dans une stratégie de quantité de contenu et pas forcément de qualité. Ils vont être peut-être pigistes, donc devant prendre à leur charge leur premier reportage sans être sûr de pouvoir les vendre. Ils vont être mal payés quand ils vont devenir titulaires. Ils vont être sous la menace permanente d'avoir un plan social. Donc voilà, ça veut dire que le métier techniquement devient beaucoup plus intéressant qu'il ne l'était il y a 15 ans peut-être, et en même temps il devient beaucoup plus précaire, beaucoup plus difficile à pratiquer au jour le jour. Et c'est vrai que cette question des réactions des lecteurs, les journalistes, alors pour ces nouvelles générations, c'est probablement plus facile à accepter que pour les anciens qui ont dû déjà apprendre à se servir d'un ordinateur, d'internet et du mail et tout ça, de pouvoir contester dans la minute où l'article est publié. C'est pas simplement des réactions, c'est carrément de la contestation, de la remise en cause. Ce qui est aussi un changement fondamental, on le voit aussi chez les politiques, c'est un changement fondamental dans le rôle du journaliste en tant que vecteur d'information, de passeur dans le système démocratique et d'autorité d'une certaine manière. Il avait la même autorité que les politiques ou les enseignants. Aujourd'hui, tous ces gens-là sont remis en cause par l'accès à l'information et la facilité de réagir. Donc voilà, le métier de journaliste, il est à la fois passionnant aujourd'hui techniquement et sur toutes les possibilités de développer des nouveaux modèles de narration, de pouvoir aller en reportage assez loin, de transmettre l'information assez vite, et en même temps dans un écosystème qui se cherche encore et qui est très fragile. Donc ce métier, il est, oui, plus qu'en crise, il est en mutation. Après la crise, oui, on verra comment on en sort, mais le mot de crise, il se justifie d'un point de vue économique, mais en tant que métier, c'est plutôt une mutation.
On a vu quelques exemples, en fait, des journalistes qui ont perdu leur travail au sein des grandes rédactions. Je ne sais pas, en Espagne, par exemple, El País, en fait, où des journalistes décident de créer des sites d'investigation qui sont justement, en fait, des sites d'information sérieux, de très bonne qualité. On a déjà mentionné l'exemple de Mediapart. Ma question c'est, peut-il être bénéficiaire en fait, ces sites qui commencent à mettre, qui ramènent une information très intéressante, mais en même temps, est-ce qu'il peut toucher en fait le marché public? Oui, beaucoup sont bénéficiaires. Là aussi, quand ils ont une très bonne cohérence entre le projet éditorial et le projet économique. C'est le cas de Mediapart. Alors Mediapart, on connaît les investigations, l'affaire Cahuzac, l'affaire Karachi, c'est comme ça que c'est connu, mais Mediapart, c'est aussi d'abord un très beau projet économique. Mediapart, c'est le seul des nombreux journaux en ligne qui se sont lancés à la même époque, avec Rue 89, Slate, un peu plus tard Atlantico, que vous connaissez peut-être, qui sont cette vague apparue il y a 3, 4, 5 ans, qu'on appelle des pure players ou des journaux en ligne. Mediapart était le seul à être réellement financé, à hauteur de plus de 5 millions d'euros de capitaux. Et Mediapart a aussi innové avec des offres marketing, comme l'offre d'abonnement à 1 euro, qui a été pour beaucoup dans son succès économique. Donc on voit qu'on peut y arriver s'il y a une vraie vision marketing. Alors j'ai fait une école de gestion, donc le mot marketing est souvent mal compris, mais l'offre marketing, c'est vraiment l'adéquation entre un produit et sa cible et son public. Et c'était très bien lancé chez Mediapart. Chez les autres, comme alors chacun a ses problématiques différentes. Slate, Atlantico, 89 sont sur des modèles gratuits. Aucun d'entre eux, à ma connaissance, n'est rentable aujourd'hui. Ils n'ont pas fait la preuve que le modèle gratuit de masse pouvait marcher, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils agrandissaient leur audience, et ils ont réussi à faire de très belles audiences, plus que les sites, maintenant un peu moins, mais ils sont pas loin des sites des journaux papier. Malgré leur très bonne audience, en fait, le prix de la publicité baissait à chaque fois un peu plus, et donc ils étaient toujours pas très loin de la rentabilité, mais ils n'y sont jamais arrivés, ils n'y sont pas encore. Donc il n'y a pas de blanc ou noir, mais c'est possible d'être rentable. Mais Mediapart n'est pas le seul exemple. Là aussi, il y en a plein d'autres. Arrêt sur image, par exemple, qui est un très beau produit éditorial. Un site spécialisé gratuit, enfin je peux en citer beaucoup, mais par exemple un site qui s'appelle Actu Environnement. Aujourd'hui c'est plus de 10 salariés, c'est rentable, c'est de l'information gratuite, de qualité sur le secteur de l'environnement. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui marchent. Est-ce qu'on peut mentionner les 2 exemples en fait dont vous êtes représentant dans le contexte de Presse Europe? Ma question, parce que tous les deux vous vous êtes retrouvés en fait à diriger les sites d'information européenne. Comment faire intéresser le public par les actualités européennes? Quelle est la stratégie pour séduire dans ce sens-là? D'abord, il n'y a pas une stratégie, sinon on aurait fait un seul site. Et puis, alors déjà, actualité européenne, voilà, et c'est là qu'on va retrouver l'identité éditoriale des 2 sites. Et c'est aussi, plus largement, mais c'est une parenthèse, l'ambiguïté de cette idée d'actualité européenne, de projet européen et peut-être la méfiance des opinions publiques par rapport à ça. L'actualité européenne, c'est pas forcément dire ce qui se passe à Bruxelles, c'est aussi dire ce qui se passe en Europe. Et ça, c'est un peu le modèle de Presse Europe. Je disais tout à l'heure, Presse Europe est un modèle gratuit, mais avec un financement public, c'est-à-dire c'est un contrat financé par l'Union européenne pour un site d'information géré par des journaux qui
existait déjà, des journaux indépendants. Dans le cas de Presse Europe, c'est Courrier International pour la France, avec un partenaire polonais, un partenaire italien et un partenaire portugais. L'idée, c'est d'avoir une information accessible à tous, entièrement gratuite dans sa publication quotidienne, dans ses archives, pour la newsletter et sur les mobiles et les tablettes. Et l'idée est d'aller chercher, c'est le modèle de Courrier International pour celles et ceux qui connaissent, c'est d'aller chercher dans la presse, principalement européenne mais même européenne, des articles intéressants et les traduire dans les 10 langues aussi, parce que Presse Europe existe en 10 langues, ce sont les mêmes contenus dans les 10 langues. Donc l'idée était de donner à ces 80% d'Européens dans leur langue maternelle, par ces 10 langues-là, accès à ce qui s'écrit et donc ce qui se pense ou ce qui se vit dans les 28 États membres et même un peu au-delà, parce que ça inclut aussi les pays en négociation d'adhésion. Donc voilà, l'idée c'est de montrer ce qu'est la politique, ce que sont les sociétés européennes, ce qu'est la culture européenne, à travers le regard de tous ces pays donnés dans la langue maternelle d'un maximum d'Européens. Donc là, c'était pour nous une manière d'unifier une sorte d'espace public européen, de dire à un Français ou à un Tchèque, vous voyez ce qui se passe en Pologne, au Portugal ou en Roumanie, ça a aussi des conséquences ou un intérêt pour vous. Et Presse Europe a été lancée en 2009 et on a été, si on peut dire, bien servi par l'actualité, notamment avec la crise grecque, où là, on pouvait dire à notre lecteur, si vous voulez comprendre ce qui se passe en Grèce, parce que ça a des conséquences pour vous, puisque vous allez participer au financement de l'aide à la Grèce, et puis vous subissez aussi les conséquences de la crise de la zone euro, et bien si vous voulez savoir ce qui se passe en Grèce, vous pouvez le lire dans votre langue sur Presse Europe, puisque nous traduisons la presse grecque. Donc ça, c'est l'un des modèles, pas le modèle, pour intéresser les gens à l'actualité européenne. La limite de ce modèle, c'est qu'un financement public, c'est toujours soumis à des considérations, non pas politiques, dans le sens où il y a des interventions politiques sur le contenu, mais à partir du moment où c'est de l'argent public, c'est décidé par un vote du Parlement européen, par une décision de la Commission européenne des États membres, et donc c'est toujours, ça reste précaire. C'est aussi précaire, je pense, qu'un financement privé où il faut continuellement trouver de la publicité, des sponsors ou des clients. Donc ça peut avoir un certain confort d'un côté, mais ça peut être aussi très précaire. Donc voilà le modèle de Presse Europe. Et le modèle de contexte est un peu différent parce que vous êtes financé en fait d'argent privé, enfin des sponsors, pas de l'argent public. Mais... Oui, on n'a pas de sponsor, mais en effet c'est intéressant parce que c'est deux modèles très différents. Modèles très différents. Est-ce que vous avez quelque chose en commun? Comment séduire le lecteur? Ça c'est ma question en fait qui m'intéresse. Comment vous procédez pour dire voilà, en fait on vous propose des informations qui pourraient vous concerner, qui pourraient vous intéresser. Quelle stratégie plutôt éditoriale qu'économique? En fait, les modèles sont différents et du coup, la stratégie éditoriale étant différente, le modèle économique est différent. Pendant 5 ans, je dirigeais Euractiv.fr, qui était de la presse spécialisée pour les professionnels des politiques publiques européennes, sur un modèle gratuit, financé par la publicité. Et j'ai décidé, il y a quelques temps maintenant, de quitter Euractiv pour lancer avec l'équipe qui faisait Euractiv.fr Contexte, à la fois parce qu'on voulait passer justement sur un modèle payant, et Euractiv étant gratuit, étant ancré dans une mentalité comme gratuit, c'était compliqué de changer sous la même marque. Et ensuite, on voulait aussi élargir le périmètre éditorial aux politiques françaises. En fait, c'est très artificiel de se restreindre uniquement à l'échelon bruxellois quand on veut comprendre les jeux d'influence, la fabrique de la loi. Aujourd'hui, l'échelon national et l'échelon communautaire sont trop liés. Il y a trop de décisions qui sont prises à Paris qui impactent Bruxelles et à Bruxelles qui impactent Paris pour s'intéresser juste à l'un ou juste à l'autre. Et donc là aussi, si on parle de politique française pure, le nom Euractiv n'était pas cohérent. Donc contexte. Et alors là, contexte, du coup, c'est aussi un projet qui reste pour les professionnels des politiques publiques. Donc on est dans de la presse plus spécialisée, voire technique sur les politiques, ce qui nous permet d'avoir des abonnements assez chers pour des professionnels.
on a aussi du contenu plus accessible pour le citoyen intéressé par la fabrique de la loi, et là qui pourra lire gratuitement sur un modèle de compteur. Donc on aura à la fois un metteur de bénévoles sur ce contenu qui intéresse le citoyen, où il pourra en lire 5 par mois gratuitement, puis à partir du 6e, il faudra qu'il s'abonne. Et sur le contenu très technique spécialisé sur certains secteurs, là ce sera payant avec des abonnements assez chers directement, payant dès le premier article. Et alors après, comment séduire? Nous, on séduit de façon différente. Par exemple, sur la partie pro, on a 3 offres pro énergie, pro numérique et pro territoire. On séduit le professionnel de ces secteurs par l'info, par le scoop. On a sorti il y a quelques jours le nouveau règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui encadre les relations entre les députés et les lobbyistes. On était les premiers à sortir ça. Voilà, pour les professionnels qui travaillent sur ces sujets-là, ils vont payer parce qu'ils veulent avoir cette info-là. Sur la partie l'abonnement contexte, et pas contexte pro, avec ce contenu qui intéresse plus les mordus politiques au-delà des professionnels, là on va séduire par plutôt le traitement de l'information. Ils vont trouver chez nous le seul journal qui traite de la même façon la politique française et la politique européenne. C'est-à-dire que tous nos journalistes ils comprennent aussi bien les jeux de pouvoir politiques à Bruxelles qu'à Paris. Et du coup, c'est rare de trouver cette vision, cette expertise partagée. Donc je pense qu'on va apporter cet angle original, et il y a beaucoup de gens qui comprennent que c'est comme ça qu'on comprend réellement le jeu politique aujourd'hui, et qui vont apprécier ce traitement-là. Donc il n'y a pas une façon de séduire, elle dépend de la cible, elle dépend du public, et nous on en essaye plusieurs à la fois. Merci beaucoup. Je pense que c'est le temps de donner la parole au public. Alors, je vous passe le micro si vous avez des questions. Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas cité comme succès de presse le Canard enchaîné, qui marche très bien et qui a eu l'astuce de ne pas mettre sur Internet le contenu. C'est aussi une stratégie, oui. Donc, effectivement, on retrouve la grande stratégie des supports, des titres que vous avez évoqués. Et puis, il y a ces titres qui ont des clientèles fidèles et qui sont prêts à payer de toute façon pour ce que ça coûte cher, c'est rien du tout. Ce qui m'a étonné dans votre exposé, c'est qu'à aucun moment vous ne partez des besoins d'information de la population. Et d'autre part, et sur ce point, ce qui m'intéresserait bien, c'est savoir si on a pu apprécier, si vous voulez, le besoin de citoyenneté des gens, le besoin des gens de se situer dans le pays où ils sont. Est-ce que je ne sais pas si je suis bien clair? Non, c'est une très bonne. Sur le Canard enchaîné, c'est un très beau, c'est une très belle entreprise, extrêmement rentable. Je ne sais pas si on peut lier le fait que ça fonctionne très bien au fait que ce ne soit pas en ligne. C'est extrêmement rentable parce qu'en fait le Canard est dans une position assez unique où ils ont de l'information sans la payer en fait. C'est-à-dire que tous les journalistes, beaucoup de journalistes, quand ils ont une information qu'ils ne veulent pas passer dans leur journal pour différentes raisons, la passent à un journaliste du Canard enchaîné, qui est en fait le journal en dernière instance. Et du coup, ils sont une position assez unique qui leur permet de produire des scoops à moindre coût, entre guillemets. Donc j'explique plus leur succès économique par ça que par le fait qu'ils soient par nous. Mais n'empêche, ça montre qu'il y a un avenir sur le papier, et la revue dessinée 21 montre que sur le papier, on peut aussi être innovant et faire des très beaux produits éditoriaux de qualité. Le papier n'est pas mort demain. Il se marginalise, mais il reste et on peut encore faire des choses innovantes.
Après, je comprends et je partage complètement ce que vous dites sur le... Il faut d'abord partir du besoin du lecteur, et un projet de presse, il se fait avec ce besoin-là. C'est un peu ce que je voulais dire en disant que la consommation d'information, le besoin d'information était plus fort aujourd'hui qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire que le lecteur continue à avoir une soif d'information. C'est juste que la presse papier, sous certaines formes aujourd'hui, n'y répond plus comme le lecteur le demande, et donc d'où cette crise. Mais il faut justement revenir au besoin, mieux le comprendre. Ce besoin a évolué par le numérique, mais aussi par plein d'autres choses. Le monde a changé. Et donc il faut changer les types de presse pour s'adapter à ce nouveau besoin. Oui, je crois que vous avez évoqué aussi le besoin citoyen d'information. C'est un petit peu ce qu'on disait en disant que de qualité, quand je parlais du Mali, là c'est vraiment un besoin citoyen, et aussi de s'adapter dans les formes de consommation. Alors, c'est comme marketing, c'est un mot sur l'information sur la presse qui peut paraître un peu vulgaire, mais non, puisque les modes de consommation, c'est la manière dont les gens vont avoir accès ou vont venir vers l'information. Donc se dire que le mode de consommation passe par le mobile, passe par moins de temps, ne passe plus par s'asseoir dans son fauteuil avec un journal papier, c'est aussi s'interroger sur les besoins, puisque aujourd'hui, si on continue à se dire le lecteur va venir acheter de toute manière, de ce point de vue-là, c'est vrai que le canard, outre ce qu'expliquait Jean-Christophe, le canard, ce qui est intéressant, c'est la mare au canard, c'est les petits... Ils ne vont pas envoyer ça sur le web, c'est 5 lignes, et effectivement, ils ont intérêt à tout garder sur l'édition du mercredi que tout le monde va aller acheter. En plus, eux, ils ont gardé un prix de vente qui reste raisonnable par rapport au quotidien, c'est 1,20 €, je crois, le canard enchaîné. Le monde, c'est 1,60 ou 1,80, je crois, par jour. Donc ils ont intérêt à garder... une fois par semaine, toutes leurs petites pépites qu'on va avoir envie d'aller prendre sur le papier. Pour les autres journaux, que ce soit cette articulation web-papier ou alors le développement purement numérique, oui, il faut s'interroger sur les besoins en termes de consommation et en termes de sujets que peuvent avoir les lecteurs. Sinon, si on oublie le lecteur, forcément, on va droit à l'échec. D'autres questions ? On recommence. Est-ce que, au plan de l'État, je ne sais pas quel ministère peut s'occuper de ça, mais est-ce qu'on sensibilise les patrons de presse et les journalistes à fournir de l'information au public pour que le public, actuellement, ce que tout le monde déplore, c'est le populisme, et pour combattre le populisme, je pense que c'est donner une information objective et donner à comprendre et ne pas abrutir les gens. Donc, est-ce qu'on prend contact avec la presse pour leur dire, écoutez, il faut s'y mettre, il faut éduquer les adultes. En tant que journaliste, j'aimerais pas faire ça. Mais il y a différents moyens. Il y a d'abord, mais ça, Jean-Christophe en parlera mieux que moi, il y a les aides à la presse, à la fois la presse traditionnelle, mais aussi les aides au développement aux nouveaux médias. Le fonds Google qui est mis en place, que tu dois très bien connaître, c'est aussi un accord avec l'État, donc c'est une manière d'aider, là on est sur le structurel, mais une manière d'aider la presse à continuer à faire cette information-là. Après, c'est pas à l'État d'appeler les rédacteurs en chef en disant il faut que vous parliez de ce qui se passe avec le FN, Par contre, dans le cas de Presse Europe, c'est un petit peu l'idée, mais de manière douce, heureusement, quand la Commission lance un appel d'offres pour faire ce média, pour permettre au maximum d'Européens d'avoir accès à l'information telle qu'elle est publiée dans des langues qu'ils ne peuvent pas comprendre, pour la traduire dans leur langue et leur donner un accès gratuit, c'est dans cet esprit-là. Donc Presse Europe est fait dans cet esprit-là. Les médias de service public que peuvent être Radio France ou France Télévisions, ils ont un cahier des charges où ils doivent, et là on voit bien la différence entre TF1 et France 2 ou France 3, le cahier des charges il est clair sur des missions de débat ou d'investigation ou de politique.
Donc l'État, il peut intervenir dans ce cadre-là en tant qu'actionnaire principal ou unique de ces médias-là, en ayant un cahier des charges qui oblige d'une certaine manière les médias à aborder ces questions essentielles pour la vie démocratique, tout en leur laissant la liberté éditoriale, parce qu'on ne peut pas revenir au temps de l'ORTF ou au temps du contrôle étatique au quotidien. Mais voilà, je pense qu'il y a assez de cadres, à la fois par les aides à la presse et, en tout cas dans le cas des médias publics, de cahiers des charges et de missions bien définies à l'avance, pour que cette mission démocratique soit effectuée. Et puis aussi, on peut faire confiance, je pense, au sens civique, à la fois des rédacteurs en chef et des journalistes, notamment des journalistes dans les services politiques ou les journalistes d'investigation qui, avec leur conscience professionnelle et leur déontologie, ont aussi intérêt ou l'envie de traiter ces questions-là. Avec toujours le risque, on a vu ça notamment lors du débat de 2005 sur le référendum pour la Constitution européenne, France Inter avait été accusé de faire de la propagande pro-oui au référendum. Il y avait eu notamment son blogueur Étienne Chouard, je crois qu'il s'appelait, qui avait eu une grande audience parce que c'est une voie alternative à Bernard Guetta et à tous les éditorialistes de France Inter. Donc il y a toujours ce risque à trop vouloir faire campagne en tant que journaliste, à avoir un contre-coup des citoyens qui, même s'ils partagent plus ou moins les opinions, n'ont pas envie non plus que d'être matraqués tous les jours par les médias. Donc, il y a cet équilibre-là par rapport aux lecteurs, auditeurs, téléspectateurs et par rapport à la déontologie des journalistes. Il y a toujours cet équilibre qu'il faut Je dirais que le rôle de l'État, ce n'est surtout pas d'influencer les contenus dans un sens même qui pourrait paraître sympathique. Le rôle de l'État, c'est de créer un cadre neutre qui favorise la création de contenus utiles démocratiquement, mais qui reste un cadre neutre. La France est un des 3 seuls pays au monde à avoir des aides directes à la presse, c'est-à-dire que il y a l'Italie, exactement, je pense que c'est la Corée. Corée du Nord, c'est Corée du Nord. Corée du Nord, Italie et France. Alors là, je vais exprimer la position du syndicat de patrons de presse que je représente, le syndicat des entreprises de presse en ligne. On est le seul syndicat de patrons de presse à s'être prononcé contre ces aides directes. On pense qu'elles posent trop de problèmes, notamment elles génèrent de la suspicion chez le public, qui se dit sur quels critères est-ce donné, est-ce qu'il y a une influence sur les contenus. Donc on pense que ces aides-là sont contre-productives. Par contre, l'État peut aider la mission démocratique de la presse. C'est pas un métier comme les autres, faire de la presse. C'est être, même quand on n'est pas journaliste, être patron de presse, c'est pas être patron d'une entreprise qui fait n'importe quoi. On se sent investi d'une mission d'intérêt général. Et il y a des solutions économiques, y compris pour favoriser les entreprises de presse, qui garantissent cette neutralité. C'est les aides indirectes. Par exemple, la presse papier en France bénéficie d'un taux de TVA de 2,1%, qui est dérogatoire du taux standard de 19,6 et bientôt 20. Alors, entre parenthèses, la presse en ligne, elle, pas encore. Pour l'instant, la presse en ligne est discriminée, elle doit encore appliquer le taux de TVA à 19,6. On se bat beaucoup pour avoir le même droit que la presse papier. Mais ça, c'est une façon indirecte qui est la même pour tout le monde, du coup. C'est logique, tout le monde a les mêmes droits. En Angleterre, par exemple, c'est même 0% pour la presse. Donc il y a une légitimité démocratique d'une dépense d'argent public ou d'une moindre recette par une aide comme ça à la presse. Il y a aussi des exemptions, par exemple, un journaliste, il y a un abattement de 30% des charges salariales. Ça peut avoir une légitimité démocratique. Mais l'État ne doit surtout pas se mêler du contenu, surtout pas. Je crois qu'il y a eu des journées du canard enchaîné, j'apprécie. Oui.
Une question et une remarque. Le canard enchaîné, en plus du fait qu'elle ne met pas son contenu en ligne, le canard enchaîné n'a jamais eu de publicité. Et ça, encore depuis ses débuts. Donc peut-être il faut penser à ce type de modèle de presse aussi. Et si je peux me permettre, Jean-Christophe, il ne s'agit pas juste de l'info comme modèle, ce qui donne l'info, mais de l'info qui n'est pas crue, mais qui est vérifiée, qui est bien écrite et qui est bien mise en contexte. Ça, tu l'as dit. Donc c'est ce qui fait aussi la valeur du canard enchaîné, à part le fait que tout le monde leur donne des infos. Ma question est, donc, Eric, tu es encore rédacteur en chef, Jean-Christophe n'est plus de Euractiv, mais les deux, vous avez en commun de diriger ou d'avoir dirigé des médias en plusieurs langues. 10 langues pour Presse Europe, 15, il me semble, c'était pour Euractiv. Oui, alors moi je dirigeais Euractiv France. Mais en parlant de ce modèle où on offre de l'info à plusieurs types d'Européens et dans plusieurs langues, ma question est, est-ce que vous pensez que ce type de presse multilingue est utile? Est-ce que vous pensez qu'elle est réceptée de la même manière dans tous les pays où elle est réceptée? Et si au cours de ces années, vous avez senti, la question est plus pour Eric, que le lecteur polonais n'est pas pareil ou n'aime pas la même info que le lecteur tchèque ou anglais? Est-ce que vous avez essayé de changer votre modèle éditorial ou pas, afin de leur offrir ce qu'ils veulent et pour accroître l'audience de Presse Europe? La question est valable aussi pour Jean-Christophe, parce que je suppose qu'à un certain moment, tu t'es rendu compte que Euractiv France n'est pas lu seulement en France, mais aussi dans les autres pays francophones, qui peuvent avoir une autre idée ou une autre attente, un autre désir de séduction, comme dit Martine. Merci. Sur la question des langues, moi je crois fortement, notamment si on parle de médias européens. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions si on veut être un vrai média européen, pas dans le sens média traitant de l'Europe, mais média à l'échelle européenne. C'est soit il faut avoir une seule langue que tout le monde va maîtriser, et c'est l'anglais, soit on essaie d'être en plusieurs langues pour avoir accès au public le plus large possible et le plus simplement possible pour le lecteur, pas pour nous. Moi je considère qu'avoir une langue unique qui serait, j'ai rien contre l'anglais, mais avoir une langue unique en Europe qui serait l'anglais, ce serait aller à l'encontre de ce qui est la richesse de la culture européenne et des cultures européennes. Donc l'idée d'être en plusieurs langues est pour moi est consubstantielle d'être un vrai média européen. Ce qui pose des problèmes de coût. Parce que pour publier en plusieurs langues, il faut passer par la traduction, et donc l'article, au lieu de simplement l'écrire, on va en plus le traduire, donc on augmente aussi les coûts de production, et le modèle économique se complique dans ce cas-là. Sur la question de l'adéquation entre offre éditoriale et lectorat, qui a un lectorat très différent, effectivement, c'est un peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, entre un polonais et un portugais, si on va dans les lecteurs de Presse Europe, les intérêts au départ ne sont pas les mêmes. Là, on revient un petit peu à la question précédente. Le contrat de Presse Europe avec la Commission européenne, c'est un contrat de mission, de service public. Et l'idée était de développer un espace public européen et donc que le polonais comprenne que son espace public n'est pas simplement la Pologne, mais l'Europe en tant que membre et citoyen de l'Union européenne. Et donc que la situation économique ou sociale au Portugal l'intéresse parce que son gouvernement, de toute façon, va être partie prenante des décisions qui concernent aussi le Portugal. Et les décisions qui concernent le Portugal vont avoir des incidences, ne serait-ce que sur les fonds structurels ou les fonds de la politique agricole commune, qui sont des sujets très importants pour les Polonais. Donc de ce point de vue-là, donner la même information à tous les Européens, c'est leur faire comprendre, mais dans le bon sens du terme, dans le sens citoyen pédagogique, que l'Union européenne est un ensemble où il y a des solidarités de fait et non pas simplement des solidarités qu'on nous a imposées lors des conseils européens ou au Parlement européen. Après, effectivement, je me souviens d'articles qu'on avait passés peut-être sur la question ibérique, l'idée d'une union entre le Portugal et l'Espagne qui reviendrait un petit peu d'actualité avec l'affaiblissement des deux pays. Je crois que c'était Théo Martina qui disait que évidemment le lecteur tchèque d'abord ne comprenait rien à ce sujet-là parce que
c'est des références complètement étrangères à lui et qui n'auraient pas forcément un intérêt. Et le lendemain, en regardant un petit peu les statistiques, on avait vu que c'était un article espagnol, je crois, le pays dans lequel, enfin la langue dans laquelle il avait été le plus lu, et même en proportion, non pas en chiffre brut, c'était pas le Portugal, c'était en anglais. Donc c'était des Britanniques qui avaient été plus intéressés finalement que les Espagnols et les Portugais par cette question-là, et peut-être que les Tchèques finalement avaient compris ou au moins découvert quelque chose sur ces rapports historiques et on ne peut pas dire la porosité parce qu'on est dans un espace de libre circulation, mais en tout cas les nombreux échanges humains, capitalistiques, économiques, entrepreneuriaux, culturels entre l'Espagne et le Portugal. Et c'est un peu ça l'idée de Presse Europe et d'un média vraiment européen, c'est-à-dire couvrant une zone géographique large, si possible à l'échelle au moins de l'Union européenne, voire du continent, c'est d'éclairer. Moi j'ai toujours dit depuis le début de Presse Europe que je voudrais, l'ambition, l'idéal, c'est pour reprendre l'idée du lecteur polonais, c'est qu'il réagisse à un sujet grec, portugais ou français, comme aujourd'hui un lecteur de Lille ou de Marseille va réagir en voyant quelque chose qui concerne la Bretagne dans sa presse nationale. Parce que, en ce moment, moi je me sens autant concerné par ce qui se passe en Bretagne que par ce qui pourrait se passer à Marseille. Pourtant, je n'ai jamais habité dans ces régions-là. Et ben, pourquoi est-ce qu'en tant que citoyen européen ou polonais dans ce cas-là, je ne m'intéresserai pas à ce qui se passe en Grèce, en Bulgarie ou au Portugal? C'est ça l'idée, peut-être un peu utopique, mais en tout cas, c'est un peu l'idée et le projet éditorial qu'on essaie de porter avec un média comme Presse Europe. Et mon contexte où Euractiv s'adressant à des publics plus ciblés, c'est pas forcément la même problématique, mais en tout cas, un média d'intérêt général qui essaie d'avoir une audience un peu généraliste, un peu de différents profils, en tant qu'État ou de profils socio-professionnels. Voilà, c'est d'arriver à cette démonstration-là. Je ne sais pas si c'est utopique, mais c'est pionnier en tout cas. D'une certaine manière, oui, c'est une expérience. C'est-à-dire que ça vient avant qu'il y ait un véritable espace public européen. Donc c'est un média qui est pour un espace public qui est encore embryonnaire. Il est financé sur fonds publics justement pour créer cet espace public. Donc on crée un produit qui répond à une demande qui n'est pas encore là ou encore très partiellement là, justement pour la susciter. Donc c'est un très beau projet qui est... voilà, c'est presque une expérimentation de ce que serait un espace public européen. Je pense que c'est pionnier. Et juste pour compléter, parce qu'en parlant d'espace public, ça suppose l'idée de débat. On a beaucoup de commentaires sur chaque article, et un de nos commentateurs les plus fidèles est un Polonais, par exemple, et qui intervient régulièrement sur des sujets qui concernent les autres pays, notamment la France ou le Sud. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une dernière question pour terminer ou on arrive à la fin? C'est plutôt une question. Question générale, c'est-à-dire je suis une Européenne convaincue et je suis probablement parmi la plus ancienne. Et je suis aussi beaucoup des conférences dans les instituts culturels, dont le vôtre. Et une conférence comme ce soir, c'est le premier où vous l'avez déjà pratiqué dans d'autres lieux des européens. Et sinon, est-ce que vous avez l'intention de le faire, par exemple dans les maisons de la cité universitaire? Nous sommes là à l'invitation du Centre tchèque. Faire des débats un petit peu sur les médias européens, oui, moi ça m'est arrivé d'en faire, pas seulement en France, mais de réfléchir comme ça à ce sujet général, l'avenir de la presse en général, du modèle économique, et puis d'avoir cet angle européen, non, c'est la première fois. Parce que c'est aussi une soirée éducative pour les jeunes, c'est-à-dire d'aller dans l'esprit de la presse européenne. Est-ce que beaucoup de jeunes, beaucoup de monde connaissent ce support? Mais c'est ça, je sais pas, un problème très important que j'avais demandé, parce que j'ai connu Presse Europe à travers un contact privé, on a besoin de ça. Voilà ici,
Et j'ai parlé à certaines personnes que je connais à travers l'Europe, et je crois que j'ai aucune fois rencontré quelqu'un qui connaissait. Alors je me demande si on a une conscience d'une mission d'éducation des jeunes, comme vous avez dit avant, est-ce qu'il ne faut pas s'occuper de la séduction, de se faire voir dans la grande soupe numérique qui bouille, parce que je crois très peu de gens, je ne sais pas s'il y a des chiffres, si vous savez un peu comment ça développe. On est à peu près à 550 000 visiteurs uniques par mois. 550 000. Alors, Jean-Christophe parlait de marketing tout à l'heure, c'est vrai que c'est difficile, c'est un peu, là on va rentrer un petit peu dans ce qu'on peut appeler la cuisine interne, c'est Presse Europe. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un projet de 4 magazines européens, piloté par Point International à Paris, avec 3 partenaires. Donc 3 partenaires qui, si on compte par rapport au nombre de pays membres de l'Union européenne, ça veut dire qu'on manque de relais dans les autres pays où on pourrait faire ce qu'on fait en France, où on a des partenaires, enfin on a des partenariats éditoriaux, notamment en République tchèque, en Roumanie, en Allemagne, mais on n'est pas présent à la fois en termes, voilà, ce débat, on peut le faire ici à Paris, ça arrive de temps en temps qu'on le fasse dans d'autres pays, mais on devrait, vous avez raison, le faire plus souvent un petit peu partout, et on a été lancé hier en 2013 et à 4 ans et demi, donc c'est à la fois très long, mais c'est aussi très court pour avoir une notoriété, et puis et quelque chose qui est plus large et qui concerne un petit peu l'ensemble du débat, c'est que vous parliez de la bouillie, de la soupe Internet. C'est vrai que c'est paradoxal, c'est que d'une certaine manière Internet, on l'a dit, c'est un média, un support gratuit où tout le monde peut tout trouver, et donc à la fois on peut être facilement accessible et en même temps on est perdu dans la masse, et je crois que c'est une des questions principales aussi qui doit entrer en ligne de compte dans la définition d'un modèle économique, c'est comment sortir, se faire voir. Et c'est vrai que Presse Europe, c'est un des problèmes majeurs auxquels on a été confronté, parce que c'est difficile d'être présent, connu au quotidien, régulièrement dans 28 pays, quand on est basé dans un seul, et que même si on est dans un espace de libre circulation avec des transports plus rapides et moins chers qu'il y a 50 ans, ça reste assez difficile. Et si Presse Europe avait du temps devant lui pour se développer pendant, je ne sais pas, encore 10 ans, voilà, c'est effectivement une des choses principales, mais voilà, il y a beaucoup de contraintes qui font qu'on n'a malheureusement pas pu développer ça, mais vous avez entièrement raison, c'est dommage. En même temps, on se dit que d'une certaine manière, on est un peu de niche, on est de niche tout en ayant l'ambition d'être grand public, ce qui est paradoxal et qui montre la difficulté de l'expérimentation. C'est vrai que sur Internet, pour reprendre la source, dans Alien, ce qu'il y avait sur la fiche du Alien 1, c'est In Space, no one hears you scream. Et Internet, c'est ça, c'est-à-dire que on peut crier, à la base, personne ne va voir le site. Donc il faut travailler activement une stratégie qui passe par beaucoup de choses, et c'est complexe, mais ça se fait, c'est juste du travail pour promouvoir le contenu. Et Presse Europe est un projet éditorial, en fait, quand on regarde, c'est avant tout des journalistes qui travaillent. C'est pas un projet d'entreprise de presse ou même de type de presse, en fait. C'est un projet éditorial. Et donc il y a un investissement très fort sur l'éditorial. Il n'y a pas eu d'investissement vraiment sur la création d'un journal, d'une stratégie d'acquisition d'audience. Je parle à vous de l'extérieur. Oui, du fait de la nature même de ce média sous contrat, géré par plusieurs journaux qui se sont groupés par affinité sur ce projet-là. Ça demande une stratégie à plus long terme que simplement. Je pense que c'est la fin de cet débat. Je vous remercie d'être venu. Peut-être la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, le prochain Cénacle aura lieu le 6 décembre. Et là, on va comparer 3 villes difficilement comparables, qui sont Paris, Londres et Prague. Au niveau développement, histoire, facilité de vivre dans cette
Merci à vous.